Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de tenir votre attention jusqu'à l'heure du repas. Donc mon propos sera double en fait. Il y aura un premier volet qui sera plutôt un bilan critique, un regard critique donc sur ce qu'on appelait le processus de Bologne. Donc mon propos est beaucoup plus vaste qu'Erasmus, donc je ne voudrais pas non plus être hors sujet. Simplement, je tiens à préciser que ce qu'on appelait le processus de Bologne aurait été impossible et dans sa conception et dans sa mise en œuvre sans cet extraordinaire terreau qu'a représenté l'expérience et des programmes Erasmus. Puis dans un deuxième temps, je vous exposerai donc le point de vue des experts de Bologne sur le nouveau programme. Alors, on l'appelle Erasmus pour tous, c'est pas encore acté, qui vous sera présenté plus en détail, donc si j'ai bien compris, cet après-midi par Antoine Godberg. Donc c'est vrai que l'exercice sera un peu difficile parce que je suis obligé de supposer connu ce que sont les grandes lignes de ce nouveau programme 2014-2020. Simplement, je crois qu'il est intéressant de voir que plusieurs universitaires, pas les universitaires, étudiants, on est 18 experts de Bologne. Bon, il y a une majorité d'académiques, d'universitaires, mais nous avons aussi 3 étudiants, et puis nous avons des ingénieurs d'études qui, en général, évidemment, spécialisent en relations internationales. Vous connaissez quand même le monde universitaire pour savoir que ce n'est pas très facile de se mettre d'accord. Bon, à 18, on a réussi à se mettre d'accord sur une position commune. Donc c'est pour ça que je suis en mesure de vous la présenter. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais en démocratie finalement, c'est important que chacun puisse exprimer son point de vue. Alors puisqu'on est à la période des examens encore, voilà la question d'oral. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 mars 2010? Alors est-ce que quelqu'un est capable de répondre dans la salle? Voilà, où je vais être obligé de coller tout le monde. Personne n'a une idée de ce qui s'est passé le 12 mars 2010, qui est sûr un événement qui concerne le monde universitaire. Donc vous avez la réponse. Ça ne m'étonne pas. Et en même temps, on met là en évidence quand même des échecs du processus de Bologne, puisque le 12 mars 2010, eh bien, les ministres responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont donc réunis, c'était la conférence interministérielle de Vienne-Budapest, et ils ont officiellement lancé l'espace européen de l'enseignement supérieur. Il faudrait rajouter de la recherche, je ne suis pas sûr que tout le monde en serait d'accord, donc qui avait été, on va dire, conçu lors de la déclaration de la Sorbonne en 1998 et donc lancé à Bologne en 1999. Donc c'était une naissance, ce 12 mars 2010, naissance de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est quand même un événement de la même nature que la création de l'espace de Schengen ou de la zone euro. Or, c'est passé totalement inaperçu dans les médias. Il faut dire que le monde universitaire intéresse en général les médias uniquement lorsque les étudiants sont dans la rue. Voilà. Cela dit, j'observe aussi que dans aucune université française, je peux de montrer, le champagne a coulé à flot pour célébrer cette naissance, qui est passée également totalement inaperçue au sein du monde universitaire. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on a là déjà une limite des processus du Bologne, qui est que lorsque ce processus est censé arriver à terme et donner naissance à ce pourquoi il avait été créé, à savoir l'espace européen de l'enseignement supérieur de la recherche, espace qui effectivement était déjà préfiguré et acté dans les échanges Erasmus, les programmes intensifs et tout ce dont notre collègue gallois a fait l'historique. Donc, je disais, c'était la fin et le début d'une belle aventure, la fin et le début, puisque, bon, en gros, le processus de Bologne, le 12 mars 2010, laisse la place à ce pourquoi il avait été créé, à savoir donc le European Higher Education Area, ou espace européen de l'enseignement supérieur de la recherche. En tout cas, c'est important parce que dans la deuxième partie de mes propos relatifs donc au nouveau programme, il est clair que ce nouveau programme se place résolument
dans la perspective d'un espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche qui existe et qu'il s'agit sans doute maintenant de porter à l'âge adulte, si on continue la métaphore de la conception, de la gestation pendant 10 ans, de la naissance, le 12 mars 2010. Bon, l'espace européen de l'enseignement supérieur de la recherche, il faut espérer, il a une vie, donc il faut qu'il atteigne une maturité, et c'est sans doute un des principaux objectifs du nouveau programme. Alors, première partie donc de cet exposé, c'est ce qu'on peut appeler un bilan du processus de Bologne, ce que alors on a appelé en France le LMD. Peut-être que si je dis LMD, vous comprendrez mieux. Ce qui est d'ailleurs une vision très réductrice du processus de Bologne, mais enfin en France on a tout axé sur LMD. Alors je précise que les propos ne concernent que la situation française et qu'en plus c'est le point de vue, j'allais dire, d'un universitaire au sens restreint. Je veux dire, vous savez qu'en France, l'enseignement supérieur est double. Vous avez en gros les cursus sélectifs, avec le système des grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, etc. Et puis vous avez l'université qui est un processus non sélectif. Donc ce que je vais dire là concerne essentiellement l'université, donc les études universitaires non sélectives au début, qui représentent quand même la majorité en nombre. Présente une majorité. Alors, le LMD, qui a été aussi appelé 358, enfin il y a eu plusieurs appellations, bon, apparaît maintenant effectivement comme de l'histoire ancienne. Cela dit, si on en reste qu'au niveau master, il faut bien voir qu'on n'est pas vraiment encore dans l'esprit de Bologne, puisqu'en France, le master est scindé entre un M1, auquel tout étudiant ayant une licence a droit, et puis une sélection pour le passage en M2. Donc on a une situation un peu bizarre en France d'un second cycle, enfin en tout cas dans l'esprit de Bologne, le master était conçu comme le second cycle, donc un cycle est forcément unitaire, doit être conçu de manière unitaire. En France, vous savez qu'il a été, comment on va dire, construit en mettant ensemble, en rapprochant de façon tout à fait artificielle ce qui était la maîtrise et le DEA. Or, on aboutit évidemment à une situation pédagogiquement, je dirais en termes savants, tératologique, c'est-à-dire monstrueuse, qui est que le mémoire de M1 est devenu un mémoire finalement de début de cycle, alors que la maîtrise était un mémoire de fin de cycle. Puis le DEA, le M2, est devenu un mémoire de fin de cycle, de master, alors qu'il était l'origine d'un troisième cycle. Donc vous voyez que d'un point de vue strictement pédagogique, la situation en France du LMD au niveau du master n'est évidemment pas tout à fait satisfaisante. Le supplément au diplôme, qui était un des outils essentiels du processus de Bologne, un outil pour la mobilité, pour l'employabilité, n'est pas encore délivré automatiquement et systématiquement dans toutes les universités françaises, malgré la loi de 2002. Alors, c'est là où je n'ai pas eu le temps d'interpeller ma collègue qui a juste parlé avant moi, qui parlait de la décision politique. Mais alors, il y a peut-être un stade encore différent. C'est à partir même du moment où une décision politique est prise, comment est-elle appliquée, j'allais dire, par les usagers? Puisque finalement, la loi de 2002 oblige les enseignants d'établissements supérieurs à délivrer gratuitement, automatiquement, systématiquement le supplément de diplôme. Bon, moi je viens de Lyon 2, je peux vous affirmer que Lyon 2 ne délivre absolument pas systématiquement ni automatiquement le supplément au diplôme. J'espère que l'IUT dans lequel nous sommes le fait, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, donc c'est aussi une des limites. Le concept existe, il est... Je ne suis pas sûr qu'il soit connu, hein, quand on interroge des entreprises. Encore beaucoup d'entreprises françaises ignorent l'existence du supplément au diplôme ou de l'annexe descriptive au diplôme, puisqu'il y a toujours une exception française et que la traduction de diplôme à supplément en français, c'est annexe descriptive au diplôme. Bien, je reviendrai sur ce document. Les ECTS, ça vous les connaissez tous. Hein, bon, ils sont partout utilisés. Cela dit, ils sont encore mal utilisés parce que l'esprit même du crédit européen n'est pas encore bien compris.
si je faisais un sondage, ça serait la deuxième question de l'oral, en vous demandant une définition précise du crédit européen, je ne suis pas sûr que vous seriez capable de me la donner. Je vous rappelle que c'est la charge de travail de l'étudiant pour atteindre des résultats d'apprentissage évidemment définis au départ. Alors, je ne sais pas si dans toutes les universités françaises, tous les enseignements, les modules, les UE, appelez-les comme vous voulez, sont vraiment définis en termes de résultats d'apprentissage et si on a estimé correctement la charge de travail pour un étudiant bien sûr à temps plein. Donc la charge de travail nécessaire pour acquérir ces résultats d'apprentissage tels qu'ils doivent être évalués au moment de l'examen. Je ne suis pas sûr encore qu'en France, les examens évaluent des résultats d'apprentissage. En tout cas, l'université les évalue encore simplement des connaissances, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, la mobilité, ça a été rappelé, hein, le programme Erasmus avait quand même pour cible la mobilité et le processus de Bologne. Hein, il y a deux mots-clés du processus de Bologne, je ne sais pas si vous le savez, mobilité, employabilité. Le processus a été mis en place pour atteindre ces deux objectifs qui restent d'ailleurs dans le nouveau programme. Alors la mobilité n'est pas en récession, mais bon, c'est très difficile de faire des statistiques sur la mobilité. Bon, Eurostat le fait, il y a plusieurs organismes, mais certains critères sont pris en compte dans certains pays, pas dans d'autres. Les données disponibles ne sont pas toujours faciles à obtenir. Donc, bien sûr, la mobilité n'est pas en récession, mais il n'y a pas eu, le processus de Bologne n'a pas boosté, pour utiliser un terme français, la mobilité. Et je vous rappelle que l'objectif des 20% en 2020, à mon avis, relève de la chimère. Il y a d'ailleurs, je fais une parenthèse, des orientations qui me semblent dangereuses, qui est que, là, effectivement, les politiques, hein, parce que quand même tout passe par eux, s'étant rendu compte du coût, parce qu'il y a quand même quelques énarques qui ont dû chiffrer, hein, ils ont fait une projection du nombre d'étudiants en 2020, ce que représenterait 20% de ces étudiants en mobilité et le coût que cela représente. C'est évidemment un coût qui est jugé astronomique par rapport aux moyens dont disposent les pays, en plus en récession. Or, évidemment, on n'allait pas faire marche arrière. On va dire, bah, désolé, non, la mobilité, c'est plus à l'ordre du jour, parce qu'on ne peut pas se renier quand même pour des raisons financières. Et donc, on voit apparaître maintenant, depuis 3-4 ans, des notions assez intéressantes, comme celle de mobilité virtuelle. Alors, ça coûte moins cher. Hein. Donc, vous ferez de la mobilité eh bien, par caméra interposée, c'est-à-dire ben, vous pourrez suivre un cours en direct à, je sais pas, Durham, à Varsovie. Voilà. Donc, de plus, enfin, dans tous les colloques que nous suivons, nous, experts de Bologne, cette notion de mobilité virtuelle prend de plus en plus de place et on comprend pourquoi. Hein, c'est un moyen d'assurer la mobilité à des coûts moindres. Alors, après, est-ce qu'une mobilité virtuelle apporte les mêmes compétences, j'allais dire, qu'une mobilité géographique? Là, c'est un problème, évidemment, plus difficile à résoudre. Alors, peut-être que ce premier bilan vous paraîtra un peu négatif. Il y a quand même des acquis fondamentaux. D'abord, alors là aussi, c'est des choses qui ne sont pas très connues, peut-être de vous, étudiants. C'est les 3 niveaux de garantie de la qualité. Hein, qui est un... Alors, parce que j'avais dit tout à l'heure, on a réduit le processus de Bologne au LMD. Il y a bien d'autres aspects. Un des aspects des objectifs du processus de Bologne, c'était aussi de dire à vos parents ou aux contribuables que l'argent qui est investi dans les études supérieures est bien utilisé. Voilà, c'est ça la garantie de la qualité. L'université, en tant qu'organisme public, est redevable vis-à-vis des citoyens eh bien, de l'argent qu'elle reçoit pour la formation de ces jeunes. Alors, on peut dire, ce qui était longtemps le cas, de toute façon l'université française est excellente, donc bonnes gens, dormez tranquilles chez vous, votre impôt est bien délivré, vos enfants ont des diplômes, qui sont, etc. Bon, lorsqu'est arrivée la crise et que le taux de chômage des jeunes a retenu l'attention des politiques, vous voyez que là,
certains problèmes ont commencé à se poser. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez que maintenant il existe une agence nationale d'évaluation qui s'appelle la ERS, qui va sûrement changer de nom, mais le changement de nom n'est, j'allais dire, qu'un épiphénomène politique. Donc la ERS qui est chargée, donc, tous les 4 ans ou 5 ans en France, d'évaluer les établissements, tous les établissements d'enseignement supérieur, qui eux-mêmes doivent fournir un rapport d'auto-évaluation. Il y a une évaluation interne qui est faite par les établissements. Cette évaluation interne passe à la ERS qui intervient au niveau externe, ce qu'on appelle l'évaluation externe. Et puis enfin, il y a un niveau européen, puisque la ERS elle-même est expertisée et donc a obtenu d'être sur le registre européen des agences d'assurance qualité, pour contrôle de la qualité. Donc ça a été, l'ERS, ça n'a été mise en place qu'en 2007. Vous savez qu'elle a été très lourdement, elle a été remise en cause pour des raisons souvent plus idéologiques qu'autre chose, parce qu'en France, on a des traditions sur l'évaluation, qui ne correspondent pas forcément à celles des critères européens. L'idée de base étant évidemment que l'évaluation doit être une évaluation par les pairs, et à IRS, mais par des pairs, j'allais dire, dont les compétences d'expertise sont reconnues. Voilà. Et pour dire les choses un peu crûment, le fait d'être élu ne garantit pas forcément les compétences d'expertise. Vous pourrez poser des questions si vous voulez qu'on rentre dans cet aspect un peu délicat des choses. Mais enfin, ça a été une véritable révolution. Alors, ça, vous voyez qu'au niveau du sommet, la chose a été mise en place. Par contre, si on prend les choses au niveau basique, je ne suis pas sûr, par exemple, que tous vos enseignements soient évalués par vous-même, étudiants. Or, la loi l'oblige aussi, là, depuis pas mal de temps. Ça, c'est une culture de l'évaluation qu'il est très difficile de mettre en place en France. Les enseignants, chercheurs, estiment qu'ils n'ont pas à être évalués par les usagers que vous êtes, parce que, de toute façon, ils sont bons par définition. Voilà. Ce n'est pas du tout l'esprit du processus de Bologne. La garantie de la qualité passe aussi par le fait que les enseignements doivent rentrer dans un cycle qui est celui d'un enhancement of quality, un renforcement permanent de la qualité. Alors, je ne dis pas que le point de vue des étudiants sur les enseignements est le seul critère qui permette d'améliorer la qualité, mais c'est difficile de dire qu'on peut améliorer la qualité sans prendre en compte quand même le point de vue, on va dire, des étudiants ou des usagers. Alors, il y a eu aussi au niveau de la loi des avancées qui ont été tout à fait importantes, c'est-à-dire l'adaptation de la loi française donc, au processus de Bologne, à la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça a d'abord été, le 6 janvier 2005, l'arrêté sur les cotutelles de thèse, et là, la France est en pointe. Vraiment, rien n'interdit, il n'y a plus aucun frein en France à l'établissement de cotutelles de thèse. Il est même stupéfiant de voir comment un pays quand même très jacobin, soucieux de sa souveraineté, est arrivé à un texte qui dit en gros que dès lors qu'un règlement du pays de la cotutelle vient contrevient à ce qui est la loi en France, eh bien la loi en France, cède. Voilà. Vous savez, par exemple, en France, le directeur de thèse doit impérativement faire partie du jury de thèse. Il y a des pays où, au contraire, il est interdit que le directeur de thèse fasse partie du jury de thèse. Alors, comment vous allez faire une cotutelle entre ces deux pays, puisque les deux règlements sont antinomiques? Bien, la France dit, bien, ok, si vous faites une cotutelle avec un pays où le directeur de thèse ne doit pas figurer au jury, eh bien, en France, on acceptera que la soutenance de thèse se fasse dans ces conditions. Vous voyez que c'est quand même une loi qui a vraiment fait avancer les choses. Une autre loi est l'arrêté, enfin c'est pas une loi, c'est l'arrêté, la circulaire qui est du 9 juin 2011, alors qui est un peu anecdotique, mais pas tant que ça, qui en fait rend possible la délivrance des diplômes conjoints. Vous savez que c'est un des grands objectifs, bien sûr, de Bologne, qui est d'aboutir à la mise en place de programmes d'études conjoints, communs, et qui aboutissent, bien sûr, à des diplômes. Alors, la solution la plus facile, c'est le multidiplôme. Par exemple, vous faites un master conjoint avec l'université, je crois, de Varsovie. À la fin, l'étudiant aura 2 diplômes, celui
nord, on va dire, est celui de l'Université de Varsovie. L'idée de Bologne, c'était de dire qu'il ne faut qu'un diplôme, c'est-à-dire qu'un parchemin, avec la signature, évidemment, des deux autorités. Eh bien, il faut savoir que jusqu'en 2011, c'était impossible en France. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi. C'est à cause d'une loi qui donne à l'imprimerie nationale le monopole de l'établissement du parchemin. C'est-à-dire tout diplôme en France doit être imprimé sur du papier que seule l'imprimerie nationale possède et peut imprimer. Et la loi dit qu'un recteur, qui est le représentant du ministre, là aussi c'est une particularité française, sur tous vos diplômes, vous observerez que vous avez deux signatures, celle du président de l'université, mais celle du recteur, représentant le ministre, qui garantit la valeur nationale du diplôme. Or, pour un président d'université, ça s'accommode quand même des réalités européennes. Un recteur ne pouvait pas, puisqu'il ne peut pas signer si ce n'est pas sur du papier de l'imprimerie nationale. Voilà. C'est des choses toutes bêtes, et qui rendaient impossible, en France, la délivrance d'un diplôme conjoint. Alors, les choses sont améliorées, mais quand même, on est obligé de passer par le papier de l'imprimerie nationale. Mais maintenant, on fait sur le diplôme, il y a plusieurs colonnes où sont prévues, dans les langues d'ailleurs du pays, je veux dire, le président d'université a sa place sur le parchemin français pour apposer sa signature. Voilà. Cela dit, ça oblige, la loi n'est pas parfaite dans son sens où si un partenaire ne veut pas signer sur du papier français en disant « pourquoi alors c'est pas du papier polonais ?» eh bien vous ne pourrez pas délivrer le diplôme conjoint. Vous voyez que la sauce bolognaise, si l'on peut dire, cache parfois des surprises. Alors la dimension sociale, qui était un point souvent un peu négligé du processus de Bologne, la France est un des pays, sans doute grâce à l'action très positive des associations et des syndicats étudiants, la France est un des pays où vraiment la dimension sociale du processus de Bologne est prise en considération. Alors après, il faut voir comment ça se traduit politiquement, mais c'est vrai que là aussi, la France est quand même en pointe sur ce chapitre. Alors, un des derniers acquis, c'est la prise en compte du concept d'employabilité au plus haut niveau de l'État, puisque la Direction générale des enseignements supérieurs, jusqu'à l'année, j'ai oublié, donc a changé de nom, il s'appelle maintenant Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Bon, c'est pas rien quand une haute administration de l'État change de label. Ça veut dire qu'en France, le pouvoir politique a pris en compte l'idée que l'enseignement supérieur doit faire que ses étudiants soient en mesure de trouver un job sur le marché de l'emploi. Je rappelle aussi le préambule de la LRU qui ne sera pas changé, qui n'a absolument pas été modifié dans la nouvelle loi qui vient d'être votée il y a 2 jours. Dans le préambule de la LRU, il y a 2 missions supplémentaires par rapport au texte précédent qui définissent la charge de l'enseignement supérieur. L'un, c'est d'ailleurs la participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, et l'autre, c'est justement l'insertion professionnelle des étudiants. Donc si jamais vous avez des enseignants qui vous disent « moi, l'insertion professionnelle des étudiants, ce n'est pas mon problème », eh bien vous pouvez lui dire « monsieur, vous êtes hors la loi ». Voilà. Ce qui pour un fonctionnaire d'État n'est pas forcément les choses, mais on vous expliquera que maintenant, avec l'autonomie des universités, les enseignants ne sont plus des fonctionnaires, donc après tout. Alors, dernier point, mais pas le moindre, l'approche par compétences se met quand même peu à peu en place, là aussi au plus haut niveau de l'État, avec la constitution de référentiels. L'employabilité est impossible à penser et à en mettre en œuvre si on n'a pas une approche de la formation qui passe par les compétences, parce que c'est les compétences qui vous permettent d'être employé. Alors, c'est une révolution copernicienne en France qui a toujours mis l'enseignant au centre du système, alors que le processus de Bologne place l'étudiant au centre du système. Et placer l'étudiant au centre du système, ça veut dire qu'il faut décliner les enseignements en termes de résultats d'apprentissage qui eux-mêmes vont permettre à l'étudiant de se rendre compte qu'il est capable de faire quelque chose. Cette approche par compétence, c'est pas facile. Donc il y a des référentiels, et notamment, il y a maintenant 2 ans,
on a créé des référentiels pour toutes les licences qui ont été publiées au BO. C'est quelque chose de radicalement nouveau en France. Alors évidemment, on est prudent, hein, on dit « Ah, mais rassurez-vous, les référentiels, vous pourrez les utiliser ou pas ». Donc il y aura toujours des enseignants qui diront « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de référentiel? Moi, j'enseigne comme je veux, j'ai des connaissances en transmettre, je dois former les futurs cadres de la nation, entendu, les futurs enseignants, chercheurs ou chercheurs. Donc tout ça, ça ne m'intéresse pas. » Cela dit, les outils existent et les outils ont été créés officiellement. Et je crois que cette approche par compétences reconnue donc par la DGCIP hein, est un des acquis fondamentaux du processus de Bologne. Voilà, je pense que... Alors, ce qui reste à consolider ou à mettre en œuvre, bon, c'est peut-être une meilleure connaissance et une application des Standards and Guidelines for Quality Assurance, qui avait été adopté par les ministres au sommet de Bergen 2005. Là aussi, si je demande par la salle qui connaît ce document, je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de réponses. L'élaboration d'indicateurs de qualité permettant une réelle auto-évaluation au niveau des établissements. Je vous dis que lorsque les établissements se font évaluer par l'AERS, ils doivent fournir eux-mêmes une propre auto-évaluation. Mais une auto-évaluation, il faut définir des critères. C'est-à-dire, je suis bon, pourquoi ? Il faut des chiffres. Par exemple, je suis bon à l'international. Donnez-nous des critères, parce que, je ne sais pas, je suis bon à l'international parce que 20% de mes étudiants de master sont d'origine étrangère. Je suis bon à l'international parce que j'ai tant de pourcentage de co-tutelle de thèse. Je suis bon à l'international parce que je suis responsable, je participe à tant de programmes Tempus, etc., etc. Donc tout ça sont des indicateurs chiffrés qui sont difficiles à mettre en place et que, encore, les établissements n'ont pas cette culture, si vous voulez, de la qualité. Bon, on en a beaucoup parlé, enfin on en a parlé, le cadre national de certification qui prenne en compte le niveau doctorat. Je crois que ça n'a pas abouti à l'Assemblée. Vous savez qu'on devait tenir compte du doctorat, notamment pour l'embauche dans la fonction publique. Alors, il y a des très fortes réticences, j'avoue que je ne sais pas à quoi elles tiennent, mais il faut savoir qu'en France, donc, le doctorat n'est pas reconnu en dehors du métier d'enseignant-chercheur. Là, il y a peut-être une amélioration. Le gouvernement s'y est essayé, mais visiblement, c'est difficile à mettre en œuvre. Je pense que c'est à cause des conséquences, évidemment, financières, qui obligeraient à payer les docteurs, évidemment, à un niveau plus haut que les titulaires de master, ce qui renchérirait, évidemment, le coût du travail. Bien, un autre point aussi qui concerne peut-être moins la France que d'autres pays, mais ça c'est un vrai problème, c'est un lien plus visible et plus performant entre formation de l'enseignement supérieur et recherche. Je dis que normalement on devrait appeler espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a beaucoup de réticences encore à rajouter la recherche. Il y a encore des pays où le lien, bon en France c'est un peu structurel, hein, quand vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous faites de la recherche. Pour les enseignants, indirectement évidemment pour les étudiants, dès le master en tout cas, bien sûr, au niveau du doctorat. Ce n'est pas quelque chose qui est encore bien européanisé, on va dire. Enfin, dernier point, c'est bien sûr une meilleure formation des enseignants à l'approche par compétences. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut enseigner avec des méthodes qui mettent en valeur l'approche par compétences, mais ce n'est pas forcément inné. Et tant que les enseignants-chercheurs seront évalués simplement sur le nombre de publications dans des revues de rang A, eh bien c'est sûr qu'ils n'ont aucun intérêt à faire un effort pédagogique, parce que de toute façon, ça ne sera pas reconnu dans leur carrière. Bien, je terminerai en terminant par quelque chose de positif. Hein, c'est une certitude et une fierté, c'est que Erasmus est quand même le plus grand succès de l'Europe. Ça, c'est indéniable. Et je le répète, sans Erasmus, il n'y aurait pas eu, hein, le 10 mars 2010, et que donc l'espace européen de l'enseignement supérieur, c'est le plus vaste espace de circulation des hommes et des idées. 47 pays, hein, ça va jusqu'au Kazakhstan. Hein, on est bien au-delà du simple espace de la zone euro, de l'espace Schengen, ne parlons pas de l'Union européenne au sens politique du terme. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Peut-être qu'on peut, enfin, je ne sais pas, arrêter là ou pour ouvrir la discussion. Ou je veux bien aborder le deuxième volet sur le nouveau programme. Hein.
Encore? Alors, 5 minutes. Je sais peut-être mettre les choses en place pour faciliter peut-être la conférence d'Antoine Godbert, parce que les choses sont assez compliquées. Là, ce nouveau programme, qui vraisemblablement s'appellera Erasmus pour tous, Erasmus for all. Je dis bien vraisemblablement, parce que c'est des bruits de couloir parlementaires. Hein. C'est fortement en concurrence avec Yes Europe. Hein. Bon, alors, est-ce que ça sera Yes Europe, est-ce que ça sera E for all? On n'en sait encore trop rien. Il faut bien voir que c'est... Alors, le mot Erasmus, s'il est conservé, peut tromper. Il faut bien voir qu'en fait, c'est la fusion en un seul programme intégré, avec 3 actions clés que je vais décliner, de nombreux programmes antérieurs existants. Mais il faut savoir qu'Erasmus, le programme Erasmus, n'est qu'un sous-programme concernant l'enseignement supérieur d'un programme plus vaste qui s'appelait Enseignement et formation tout au long de la vie. Donc vous aviez un grand programme européen, Éducation et formation tout au long de la vie. À l'intérieur de ce grand programme européen, vous aviez Comenius pour le secondaire, vous aviez Leonardo et vous aviez Erasmus pour l'enseignement supérieur. Bon. À côté de ça, il y avait d'autres programmes. Il y avait 2 programmes pour la jeunesse, Jeunesse en action, je ne sais plus comment ça s'appelait, et Jeunesse en mouvement. Il y avait les programmes Tempus, il y avait les programmes Alpha et Eduling, il y avait les programmes de coopération avec les pays industrialisés. Donc c'est quelque chose de très complexe. Il faut bien voir qu'Erasmus n'est qu'un élément de ces grands programmes de formation de la Commission européenne. Et donc l'idée, c'est tous ces programmes-là, de les fusionner en quelque sorte en un seul programme intégré, qui s'appellera Erasmus pour tous ou Yes Europe, à moins qu'il y ait un 3e lapin qui soit sorti du chapeau. Ça, on ne le saura, je pense, qu'au mois de septembre ou pendant l'été, lorsque la session parlementaire aura terminé ses travaux. Alors, ce programme intégré, je ne sais pas, c'est... Oui, mobilité, si vous voyez mieux que sur mon écran. Donc, ce nouveau programme intégré, donc qui va, il ne faut pas dire fusionner, mais qui va traiter en un seul ensemble tous les programmes précédents, d'où des inquiétudes. Qu'est-ce que va devenir Erasmus pour tous? On ne sait pas. Alors après, on a garanti qu'il y aurait des sous-programmes où on retrouverait les appellations. Toujours est-il que ce nouveau programme donc, a 3 actions clés. Donc je vous les cite, hein, mobilité des individus à des fins d'apprentissage. On retrouve bien sûr l'importance de la mobilité. C'est celui-là qui nous intéresse, nous, en tant qu'Erasmus, si vous voulez. Également la coopération en matière d'innovation et de bonnes pratiques et un soutien à la réforme des politiques. Sachant que les activités Jean Monnet, elles, sont maintenues. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais vous l'aurez tout à l'heure donc avec Antoine Godbert. Ce que je voudrais vous présenter simplement pour terminer, le plus rapidement possible, même si ce n'est pas simple, c'est le point de vue des experts de Bologne sur ce nouveau programme tel qu'il a été présenté à partir du texte qui a été soumis au Parlement européen. D'abord, l'appellation. Ah, j'ai quelques, peut-être... Oui, alors les derniers éléments connus, on nous les a donnés à Madrid lors d'une réunion des experts. Donc ça, peut-être, bon, le nom du nouveau programme serait bien Erasmus pour tous, mais bon, c'est une tendance actuelle du Parlement. Je répète, hein, c'est pas du tout acquis. Mais un temps, on disait, ça sera sûrement Yes Europe. Bon, il semblerait que les lobbies dont font partie très modestement les experts de Bologne, auront peut-être fait modifier la situation. Il faut savoir qu'il n'y aura plus de label supplément au diplôme ni de label ECTS. C'est la nouvelle charte Erasmus qui deviendra un label. C'est un peu inquiétant pour la France, hein, parce que ça veut dire que normalement, il n'y aurait pas beaucoup d'universités qui pourront signer la charte Erasmus, puisque lorsque vous signerez la charte Erasmus, vous vous engagez à délivrer automatiquement, systématiquement le supplément au diplôme et à avoir un bon usage des ECTS. On verra ce que ça donnera. Bon, c'est vrai que les budgets ne seront pas à la hauteur de ce qui était espéré, même s'ils seront moins touchés que d'autres budgets. Et donc, il y aura 3 grands types d'activités avec financement sur 3 ans au niveau national. Alors, on a les titres en anglais, hein, Voluntary Peer Learning Activities
on Bologna process priority themes, peer review activities involving several countries, and national, bilateral or regional conferences, seminars or workshops on a priority theme. Alors après, il reste à définir les thèmes propriétaires. Dernièrement convenu aussi, le budget ne serait plus versé aux agences nationales, donc en France celle de Bordeaux, mais directement au ministère. Cela dit, ça ne changera pas vraisemblablement grand-chose parce que les ministères pourront déléguer à leur tour aux agences. Mais la Commission de Bruxelles veut avoir comme unique interlocuteur les ministères. Enfin, les experts de Bologne n'existeront plus en tant que tels. Ils seront remplacés par un forum européen qui s'appellera Open European Wide Platform. Néanmoins, des experts nationaux qui sans doute composeront la plateforme pourront être nommés par les ministères dans chaque pays. Mais c'est la DGCIP qui décidera si oui ou non elle maintient l'existence d'une équipe d'experts de Bologne qui pourrait par exemple être chargée de définir les thèmes prioritaires sur lesquels les activités nationales pourront se... Voilà, là je vous ai vraiment donné les tout derniers éléments qu'on a eus à Madrid directement par la commission, par la délégation à la culture de la Commission européenne. Alors, il y a 8 points qui nous ont posé problème. Je voulais l'appellation Yes Europe, European Erasmus for All. Donc il faut savoir que les experts défendent coûte que coûte l'appellation Erasmus pour tous. Pourquoi? Parce qu'Erasmus est lié dans tous les esprits à une des plus belles réussites de l'Europe. C'est devenu un symbole fort, un symbole connu de tous. Et sans priver, on pense que ça ne peut que briser l'élan européen et que donc là, il y aurait une erreur stratégique. Alors vous savez pourquoi le Parlement ne veut pas utiliser Erasmus? Parce qu'ils disent Erasmus, c'est l'enseignement supérieur. Or là, c'est un programme qui concerne tous les citoyens, dans non seulement la formation formelle, mais non formelle, informelle tout au long de la vie. Donc, ils ont dit ça va dénaturer le projet si on garde le mot Erasmus, parce qu'Erasmus, c'est vrai que dans les yeux de dans l'esprit de chacun d'entre nous, c'est l'enseignement supérieur. Mais je crois que c'est un faux argument, parce que justement, l'expression pour tous signifie précisément que ce modèle doit être élargi à toutes les formations. Donc, dans l'appellation Erasmus pour tous, il y a le label Erasmus qui fait que, parce que Yes Europe, les gens vont bien se demander ce que ça veut dire. Bon, c'est plus presque politique même, donc ça peut être contre-productif, parce que les anti-européens, ils vont dire « No Europe and get off ». Mais je veux dire, à côté d'Erasmus, il y a pour tous, qui est quand même important. Donc pour tous, ça veut dire plus seulement pour l'enseignement supérieur. Et même d'ailleurs limité à l'enseignement supérieur, le nom même d'Erasmus pour tous rappelle un point essentiel de la dimension sociale du processus de Bologne, à savoir un plus large accès à l'enseignement supérieur pour toutes les classes de population. Donc vous voyez nous on pense vraiment, et là ça fait unanimité dans nos réflexions, que faire disparaître l'appellation Erasmus reviendrait à affaiblir le processus de Bologne. Alors, la notion de valeur ajoutée européenne, je pense qu'Antoine Godbert vous en parlera, c'est vraiment le concept clé de ce nouveau programme. Partout, enfin dès l'article 3, on voit très bien que cette notion de valeur ajoutée européenne est au cœur du dispositif, et c'est un peu la raison d'être de fusionner les programmes. C'est pour arriver à une plus forte valeur ajoutée européenne. Alors, le problème, c'est qu'aucune définition n'est proposée de cette notion de valeur ajoutée européenne. Ça semble quelque chose d'évident pour ceux qui ont rédigé le texte, mais quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée européenne? Qui la définit? C'est une question qui est liée à la problématique de la dimension européenne du processus de Bologne, dont on se rend compte qu'elle est devenue de plus en plus évanescente dans les textes officiels. On parlait du processus de Bologne, mais on ne parlait plus de la dimension européenne du processus de Bologne, avec un risque énorme qui est, parce qu'il demeure, que le processus de Bologne ne soit qu'un habillage européen de la globalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors que quand on disait dimension européenne du processus de Bologne, on disait que ce qu'il y avait de spécifique dans le processus de Bologne, c'est qu'il y avait une dimension propre à l'Europe qui la distinguait de ce qui pouvait être
des modèles d'enseignement supérieur et de recherche hors européen. Donc, cette dimension européenne est évidemment importante. Si la division entre coopération extra-européenne et intra-européenne dans le nouveau programme est appelée à disparaître, parce que c'est vrai qu'elle ne correspond pas forcément aux modalités concrètes de l'organisation des activités de coopération entre établissements, il n'en reste pas moins que l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, j'allais dire, a besoin d'une âme qui la rende visible et attractive au sein d'un monde globalisé. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que le processus de Bologne n'aurait sûrement pas eu lieu si on n'était pas rentré dans un processus de mondialisation et de globalisation. Attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire, justement, la réponse du processus de Bologne, ça, on ne l'a pas assez dit, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs qui disent que le processus de Bologne, c'est simplement la conséquence de la mondialisation. Oui et non. S'il n'y avait pas eu la mondialisation, il n'y aurait pas eu le processus de Bologne, mais le processus de Bologne vise à dire qu'au sein de la mondialisation, il y a un modèle spécifique européen. C'est extrêmement important, ça a été redit par beaucoup d'intervenants. Un des aspects importants, alors après, cette âme, cet esprit de Bologne, il reste à le décliner. Je crois qu'un point fort, c'est la dimension sociale, qui fait partie de la tradition humaniste, humanitaire d'Erasme, de l'Europe. Et puis, mais ça, c'est pas gagné, hein, c'est la pluralité, la diversité culturelle, et donc, bien évidemment, le problème des langues. Alors, on parle du bilinguisme, tout à fait, d'un point de vue très, très franco-français, parce que dans tous les pays du Nord, c'est le monolinguisme, hein. Donc nous encore en France on a la chance d'avoir l'anglais et le français. Il faut voir que dans des pays comme le Danemark, enfin tous les pays en gros du Nord, l'anglais est devenu la langue maternelle, enfin en tout cas la langue naturelle. Donc là effectivement il y a un véritable enjeu. Si on n'est pas capable de maintenir, de dire que la richesse de l'Europe c'est la diversité de ses langues et de ses cultures, on ne voit pas trop ce que sera la notion de valeur ajoutée européenne. La dimension sociale, bon, j'en ai parlé. On a réagi assez fortement, mais enfin, bon, on est dans une situation aussi, on dépend de la DGCIP, donc on est aussi tenu à un certain droit de réserve. Ce qui nous a un peu choqué dans le texte, c'est ce système d'emprunt des étudiants au niveau master, les fameux emprunts master. Bon, on nie pas l'intérêt d'une telle procédure. On sait que le recours à des prêts bancaires pour financer les études se fait, plus dans d'autres pays qu'en France. Les experts, en tout cas français, expriment avec force leur attachement au système des bourses Erasmus, qui doivent rester la principale aide individuelle à la mobilité des étudiants. Donc, n'encourageons pas nos étudiants à s'endetter. C'est un peu le message qu'on veut faire passer. Alors, également, toujours dans cette dimension sociale, le règlement a raison de mettre en valeur les notions comme celle d'employabilité ou de rentabilisation des investissements, surtout lorsque c'est de l'argent public. Mais, je l'ai dit, l'espace européen de l'enseignement supérieur de la recherche se caractérise aussi par la diversité des traditions qui doit encourager au dialogue interculturel. Et donc, on aurait souhaité que dans le nouveau programme, il y ait eu un accent plus net qui soit mis pour ce qui est l'épanouissement personnel des individus, qui passe donc par la découverte et la juste appréciation de la diversité et de l'altérité. Bon, l'articulation entre programme d'action d'extérieur et programme d'intégration éducative, je passe parce que ça va vous raser. Ça concerne peut-être plus les responsables des relations internationales et les monteurs de programmes. Donc, alors, le lien entre l'espace européen de l'enseignement supérieur et l'espace européen de la recherche. Ça, c'est important. Hein. La formation doctorale est essentielle pour l'innovation et pour l'Europe de la connaissance. C'est d'ailleurs un problème qui est aussi lié à celui de la fuite des cerveaux. Donc il faut absolument intégrer pleinement la formation doctorale dans ce nouveau programme. Alors, d'autant qu'Erasmus Mundus Doctorat en 2009 avait ouvert la voie, que là il y avait vraiment un élan prometteur et on a vraiment peur que cet élan soit brisé si la formation doctorale n'apparaît plus en tant que telle comme une des priorités du programme.
il faut bien voir que l'idée du programme, c'est de confier l'intégralité des programmes de recherche à Marie Curie, ce qui, qu'on le veuille ou non, aboutira à renforcer la fracture entre enseignement supérieur, entre espace européen de l'enseignement supérieur et espace européen de la recherche. Ça brouillera aussi beaucoup les effets de la mobilité, puisqu'il faut savoir que les doctorants qui partent avec Marie Curie ne sont pas repérables, par exemple, dans Eurostat. Vous voyez ? Donc, nous recommandons de ne pas dissocier le volet Erasmus Mundus Doctorat du programme Erasmus Mundus. Bon, pour le budget, dernier point, évidemment, on soutient le fait qu'il faut que les États fassent un effort particulier dans le domaine de la formation. C'est, à mon avis, une priorité nationale. Malheureusement, le budget escompté, on sait déjà qu'il ne sera, on ne l'aura pas. On peut se réjouir en notant que la baisse estimée reste, enfin, on ne va pas dire minime, enfin, disons, on a limité les dégâts. Voilà, il faut se féliciter ou se contenter du fait qu'on ait limité les dégâts. Sur le rôle des acteurs aussi, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Le rôle des évaluateurs, c'est important. Hein, on est... alors, c'est le problème de savoir à quel niveau doivent se faire les expertises des programmes. On pense qu'effectivement, cette expertise doit être faite au niveau européen, par bien sûr une diversité d'experts. Si c'est au niveau européen, ça sera un panel d'experts provenant de tous les pays d'Europe, parce que ça garantit une meilleure impartialité des évaluations. Et surtout, ça réduit les écarts d'évaluation entre pays, parce que les pays n'ont pas tous la même culture d'évaluation. Et donc, si on laisse les expertises au niveau national, il y aura un manque d'homogénéité à la fin. Alors, on va dire que c'est un renoncement à la souveraineté. On peut évidemment voir les choses de ce point de vue. Là, c'est évidemment le point de vue des experts, qui, j'allais dire, est d'autant plus intéressés, puisque nous sommes experts de Bologne pour la France. Nous acceptons très bien le fait que nous n'ayons pas à expertiser des programmes français. Ça ne serait pas normal. Donc on est pour une expertise faite au niveau européen qui assure donc, j'allais dire, une meilleure impartialité. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Je suis désolé d'avoir été un peu long.